Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, épisode on the road numéro 4. Et je me retrouve, dans ce cas-ci, à nouveau chez Marc. Alors, épisode 1, j'étais chez Dude, 2 chez Marc, 3 chez Dude, 4 chez Marc. We got a pattern. Alors aujourd'hui, on a quand même une très bonne liste de trucs à accomplir. Marc m'a fait un bon bullet point pour 3 de ses machines. Alors on se rappelle que la dernière fois, on a travaillé sur la Champion Pub. Mais aujourd'hui, on va travailler sur les 3 autres machines. On a de la job sur la Roadshow, la Ghostbuster et la Twister. On va commencer par la Roadshow. Parce qu'on a, c'est celle qui a le plus de travail et on a des belles pièces à montrer. En premier, on va installer une nouvelle rampe parce que sur la Roadshow, il y a une rampe ici, jaune, en plastique, qui est carrément unobtainium et celle-ci a souffert des dommages et a besoin d'être retravaillée. Et en plus, on va même travailler aussi sur Red. Alors, on va démonter cette zone-là très bientôt. Mais on va commencer par monter la rampe, un peu comme je l'ai fait avec les rampes de la Doctor Who. Ce type de rampe qui est une... Marc, c'est une Repro ou c'est une NOS? Ça, c'est une NOS. C'est une rampe NOS. Alors, tu me dis que c'est difficile à trouver, hein? Oui, c'est unobtainium. Unobtainium. Alors, une rampe jaune, parce que, de ce que Marc m'avait expliqué, ceux qui font des rampes Repro ne font pas de rampe de couleur parce que ça impliquerait d'avoir à faire une trop grande quantité pour les coûts nécessaires. Donc, ce type de rampe-là n'est pas trouvable en Repro. Et en NOS, on a, bref, la rampe, on a les stickers et on a toute la quincaillerie nécessaire qu'il va falloir assembler dessus, les petits rivets, le petit flap qu'il va falloir mettre ici. Alors, on va commencer par préparer la rampe parce que j'aime ça assembler les choses. De façon à pouvoir reconstruire la rampe, je dois d'abord démonter l'ancienne pour être capable de récupérer tout ce qui va être les filages, les connecteurs, le petit panneau ici et ainsi de suite. La switch, je dois donc commencer par démonter Red. C'est quand même assez bien fait parce que je me rappelle quand j'avais changé la bouche de Red originalement, j'avais fait un constat qui avait une très bonne ingénierie. Alors, une vis, premièrement, enlève le capot. Par la suite, on a 2 vis de chaque côté de la tête de Red pour y retirer la face. Et ensuite, on a 3 connecteurs à défaire et 4 vis à dévisser pour retirer l'assemblage de la tête. J'oubliais qu'il faut aussi enlever le petit e-clip qui tient le pivot de la bouche pour être capable de l'enlever et ainsi détacher la bouche de l'assemblage mécanique. Pauvre petite thread qui est toute démontée. On va y revenir plus tard. On va y aller seulement quand on va avoir fini de poser la rampe parce que la raid aussi a besoin d'un travail, c'est-à-dire d'apposer cette autre pièce unobtainium qui gère le mouvement des yeux de gauche à droite. Car en ce moment, Red ne regarde plus à gauche. Est-ce que Red serait d'extrême droite? Alors, maintenant que c'est démonté, on a de la place à travailler en haut. Et aussi, petit truc, moi je mets les vis sur l'aimant du haut-parleur pour ne rien perdre rendu au moment de réinstaller. Avant de redescendre le playfield et de m'attaquer au dévissage de la rampe, j'ai encore 3 autres connecteurs à défaire ici qui sont relatifs au switch installé justement sur la dite rampe que je dois déconnecter. Il a fallu y aller très lentement, mais je suis venu à bout de retirer délicatement la rampe qui avait entre autres... un coin cassé ici, ouais, carrément, qui a été recollé. Et là, ce que je vais commencer à faire, c'est dépopuler tout ce qui est connecteur, tout ce qui est switch, lumière, petit panneau ici. Pour l'assembler ici, on va remettre des beaux petits tie wraps. Une fois que ça va être fait, on va mettre les autocollants. Et après ça, une fois que ça va être fait, on va mettre les nouveaux flaps. Malheureusement, dans le kit de flaps, il est supposé venir les 3 flaps de rampe. Mais dans ce cas-ci, celui-ci est manquant. Alors, je vais devoir percer les trous et récupérer ce flap-là pour le remettre ici. Et j'ai un petit kit de rivets pour refaire une finition exemplaire. J'ai utilisé une perceuse avec une mèche à métal pour percer les rivets pour retirer le flap qui manquait dans le Repro Kit. Là, en ce moment, il y a quand même un petit effet mushroom, un petit effet champignon sur le rivet qui fait qu'il est très difficile à sortir. Il faut y aller avec beaucoup de parcimonie. Je vais tenter de l'écraser avec une paire de pinces pour le glisser tranquillement. Il ne faut pas se presser. Puis après ça, on va essayer de récupérer le plus possible tout le piquage, la rouille de la plaque. Voici le maximum que j'ai réussi à faire avec le flap pour être capable de le récupérer.
Bon, on va mincement se consoler en se disant il n'est absolument pas visible de la partie. Il faut vraiment venir se loger derrière la machine pour le voir. Reste que c'est dommage d'avoir eu à travailler. Bref, c'est sur ce genre de petites pièces de métal-là. Alors que la neuve, hein, ça fait un beau résultat. Bon, au moins, celle-ci est présente. Et ici, ce qu'on a, c'est un kit d'installation de rivets qui se clip. Parce qu'évidemment, on n'a pas la machinerie nécessaire pour être capable de faire des vrais rivets. Alors, on va y aller avec ce petit kit de rivets-là qui est disponible sur Pinbits. Et sur le site, il y a un site qui explique vraiment en détail exactement comment faire pour installer ces rivets-là. Alors, ça implique entre autres de mettre les capuches principales sur le dessus. Et après ça, on met un peu de tape par-dessus pour le faire tenir. On le vire de bord, on met un peu de tape. On prend une pièce de bois et on utilise après ça un petit clip qui va permettre d'enfoncer en fin de compte la portion du rivet qui dépasse à l'arrière. On va utiliser ce petit cylindre de nylon et faire des petits coups de marteau pour aplanir le dessous du rivet et le maintenir en place. Alors ça va être très délicat comme travail, on va y aller très lentement, très doucement. Et normalement, on devrait avoir un résultat exactement semblable à si c'était des vrais rivets. Comme vous pouvez le voir, c'est suffisamment rentré, poinçonné à l'intérieur pour faire un serrage équivalent finalement à un rivet. Voilà, c'est installé et écoutez, ça fait un fini franchement très professionnel. C'est un super produit. Je suis très content d'avoir découvert ça. Avoir su, j'aurais utilisé ça quand j'ai fait la rampe de la Doctor Who. Ça se passe quand même moins bien pour la deuxième. Première des choses, il me reste juste des pins très longues. Et ça risque de rentrer en conflit quand on va visser la rampe dans le sol. Alors, il va peut-être falloir que je trouve une façon de l'aplanir une fois que ça va être clippé. De plus, la pièce de bois que j'ai, qui est assez étroite pour fitter à l'intérieur de la rampe, est en bois trop mou. Alors, ça ne fait pas un support assez solide pour être capable d'enfoncer la bague de serrement jusqu'au bout. Alors, je vais mettre une pièce de métal ici. À côté, sur l'autre bout, ça c'était du vrai bois franc, fait que ça faisait un support suffisant. Alors, petit setup de fortune qui, j'espère, va m'amener au résultat escompté. Bon, le setup a fonctionné. J'étais capable de les insérer, sauf que vous voyez comment ils protubrent beaucoup trop loin. Alors, il faut que je trouve une façon de régler ça. Parce qu'ici, les vis vont faire en sorte que le playfield arrive presque flush avec ça. Je peux me permettre 1 ou 2 mm, mais là, j'en ai presque 4. Alors, il faut que ça se rapproche. À l'aide de ma lime à faire, j'y suis arrivé. J'ai réussi à boffer quand même plusieurs millimètres des rivets pour qu'ils soient le plus flush possible. Je ne peux pas en enlever trop. Il faut quand même qu'il reste de la matière sur laquelle les bagues doivent se tenir. Maintenant que ça c'est fait, j'ai fini de réinstaller les morceaux que j'avais dû enlever pour justement poinçonner les rivets. J'en suis rendu à mettre les autocollants. À chaque fois que j'ai eu à mettre des autocollants sur des rampes, ça n'a jamais été un perfect fit. Il y a toujours un décalage un peu à droite, un peu à gauche. Puis d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voici la rampe originale. Et regardez comment justement l'autocollant ne fait pas justement un parfait suivi de la rampe. Il y a des zones carrément flottantes. D'un côté, ça va d'un côté, de l'autre, puis ça revient ici. Alors, je me suis mis les autocollants pour que le fit soit le mieux possible, mais ça va créer quand même le même problème. Alors, il ne faut pas se désespérer en se disant qu'on n'est pas capable d'appliquer l'autocollant. Même en usine, ça n'a jamais été parfaitement aligné. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est peler la pellicule protectrice qui est juste ici, la découper, y aller très doucement pour coller cette zone-là. Après ça, je vais pouvoir enlever mes autocollants verts, enlever la pellicule protectrice par en dessous et y aller très doucement pour finir d'appliquer l'autocollant. Et je vous le dis tout de suite, il faut que la surface soit propre et c'est pas le temps de se prendre une grosse poignée de popcorn. Bon, on y est arrivé. Oulala, quelle saga. Évidemment, il y a eu des imprévus, il y a eu des mauvaises surprises, comme ça arrive à chaque fois. Alors, les imprévus, je les prévois. Ça fait du bien, franchement, la rampe, hein, parce qu'évidemment, elle avait beaucoup d'usure et est devenue quand même assez balafrée par les années. Puis celle-là est prête à offrir plein de nouvelles belles années de rampitude. On va la clipper en place et éventuellement, après ça, s'attaquer à la tête de
Mamie Red. Ça serait mentir que de dire que j'ai pas fucké le chien à être capable de rétrofitter la rampe là sans trop de peine, mais j'ai réussi. C'est sûr que le petit clap s'y aide pas. Hein? Alors, tout est parfaitement aligné. Il reste simplement à revisser. Voyez-vous, ça va venir se tenir de cette manière. Mais ce qui me retardait un petit peu, c'est que je me suis rendu compte qu'à force de manger des baffes ici, la rampe là avait complètement dévissé. Alors, les ancrages de vis, j'ai dû rajouter un petit peu de matière de bois, un peu de colle pour que ça puisse bien tenir. Et maintenant, ça va être parfaitement solide. Alors, OK, on arrête de jaser là, on la visse. Maintenant, par en dessous, il ne faut pas oublier de repasser nos connecteurs et de les reconnecter. En faisant ça, j'ai pris soin d'accrocher le fil du GI et de le péter, alors je l'ai ressoudé. C'est ma petite touche à moi. Je suis maintenant rendu à démonter la tête de Red. Alors, voici comment elle se porte en ce moment. Elle a la mine basse. Et on veut changer non seulement la pièce blanche qui est ici, qui est réputée pour briser. Moi, je vois ça carrément comme un bug d'ingénierie parce qu'on dirait de l'obsolescence programmée, d'avoir fait en sorte d'avoir juste ces deux petits protubérances qui font contact pour faire bouger, pour être activé par les solénoïdes. Selon moi, j'aurais fait simplement cette pièce-là pleine avec un trou au milieu dans lequel ce serait clippé le washer qui va de gauche à droite parce que là, voyez-vous, c'est un peu affecté, mais c'est pas supposé empêcher le bon fonctionnement de gauche à droite. Ce que je vois, c'est que le mouvement vers la gauche est vraiment difficile parce que j'ai l'impression que le coil qui est juste là, en fait, l'assemblage du coil est pris dans la graisse où il y a carrément quelque chose qui empêche un mouvement libre. Alors, je vais carrément démonter. J'ai pas le choix pour changer la pièce de toute façon. Fait que je vais tout démonter et nettoyer le shaft, le coil pour que le mouvement se fasse bien. Quand c'est le temps de foutre la merde, faut pas se gêner. Alors, j'ai réussi à démonter tout ce que j'avais besoin d'avoir accès. Et regardez-moi ces jolis petits coils, comment ils sont trognons. Hein? Ils sont tout mignons. Il va falloir que je nettoie ça avec attention aussi. Et j'ai des beaux petits yeux qui me font des beaux petits yeux d'amour. C'est moi que tu regardes comme ça? Mais oui! Alors, on va nettoyer à fond. On va changer la pièce qui va juste ici. Et voyez-vous l'usure du temps, ce qu'il a fait d'ailleurs. Ça a juste agrandi le trou, mais c'était encore fonctionnel. Yeah, allez, tout tombe en ruine. On installe ça. Ben voilà, j'ai terminé. C'est un assemblage, ma foi, quand même très complexe, qui fait beaucoup de choses, mais très bien fait. Et, les gars, là, ils ont vraiment bien travaillé. Je trouve que c'est de la super belle ingénierie. Alors, c'est pas rien. Il y a 5 coils là, dans cet assemblage-là. Celui-là d'en dessous, bon, c'est celui qui éjecte la bille quand on l'envoie dans la bouche. La bouche, elle, est activée par le mécanisme sous le playfield que je vous ai montré un peu plus tôt. Mais pour les yeux, on a 4 coils. On a un coil de chaque côté qui fait en sorte que les yeux vont se promener de gauche à droite, de cette manière. Et on a 2 autres coils qui, eux, se spécialisent tout simplement à faire en sorte que les yeux s'ouvrent et se ferment. Parce que ma néné a fait de dos, hein? Elle adore sa job. Ça fait que, voilà, tout a été nettoyé, parfaitement bien rééquilibré. On a la barre ici qui a tendance à vouloir déclipper à chaque fois qu'on l'installe. C'est un petit peu gossant, mais c'est le guide qui garde la plaquette de plastique parfaitement alignée, parallèle au reste de l'assemblage. On est prêt donc à redonner forme humaine à cette, on dirait pratiquement une Bride of Pinbot, hein? Ça aurait été intéressant dans Bride of Pinbot, une grosse tête de même qui bouge. Mais il y a déjà une grosse tête qui bouge. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Bon, ok. C'est une belle aventure. On a fini de réassembler la tête et la rampe et visser ça et aussi repluguer le petit dot matrix ici qui penchait en bas. Il y avait un coil en bas qui manquait une vis et tout. Wouh! Je pense qu'on était dû. Ah oui, il me resterait quand même à revisser ça, hein? Un petit peu slaky. Bon, on l'a resserré. Cette machine-là est vraiment merveilleuse avec ses LED et son éclairage GI blanc parce que suite à notre autre vidéo de l'autre fois où je disais que je préférais quand les LED étaient de couleur blanche à grandeur, ben la Roadshow, elle avait encore une coupe de petites LED colorées. Marc, il a fait un petit job, entre autres aussi dans le backglass, il y avait du rouge ou le stop, puis du vert, puis d'orange, fait que tout blanc à grandeur, c'est sharp, tout est éclairé, tout a la bonne saturation de couleur. Maintenant, on est à mesure de finir de régler des trucs. Donc oui, j'ai bel et bien reconnecté le petit dot matrice.
Alors, on a installé la rampe, on a installé le levier des yeux, on a ajouté les cordes manquants à gauche, on a checké le mode de l'électromatrice à côté, changé les vis carrées pour bonne vis quand possible, il nous en reste peut-être une couple, remplacer le tape par heat shrink près du power supply et rebrancher l'interlock switch. OK, on recheck ça. Alors, pour une raison inexpliquée, les fils ici étaient dénudés à des petites sections enroulées de tape électrique. On a simplement dégriffé les fils avec l'extracteur Molex, on a mis du shrink tube et maintenant ça fait une connexion plus propre. On essaie de comprendre comment ça se fait que l'interlock switch ici est complètement déconnecté du reste de la machine. Il y a deux interlock switch, un pour la porte qui ouvre et qui ferme et l'autre pour le haut voltage des coils. Et puis on essaie de voir la couette de fil, où est-ce qu'elle pourrait être, après quoi on pourrait se reconnecter. Et carrément manquante, tu sais, ça serait facile à identifier. Le gauge de fil est quand même assez gros. Et on n'a aucun autre fil de cette grosseur nulle part en ce moment en dessous de la machine. Alors on va tout simplement laisser faire. Oui, il y avait à l'origine les plungers avec les visages custom des personnages. Alors on a remis ça original par ce que Marc a du bon goût. Et puis, bref, ça va terminer vraiment la to-do list de la Roadshow. On embarque sur la Twister. OK, la Twister, on va installer un shooter rod rouge, installer un stand-off manquant à gauche, le vrai spacer et bonne vis dans le trough, replacer le coil sleeve dans le trough, nettoyer des plastiques transparents et changer les balles. Bah, ben écoute, ça devrait bien aller. Alors, pourquoi mettre un shooter rouge? C'est parce que, voyez-vous, la Twister est une des très rares pinballs qui avait un piton rouge à gauche. OK, ouais, c'est banal, mais qui avait le shooter rouge qui fitait avec. Alors, ça a été particulièrement difficile de trouver un shooter rouge original pour Twister. Et on veut que ça soit comme à l'original. Pour changer un shooter rod, c'est quand même assez simple. On commence par enlever le caoutchouc. Après, on a un E-clip à retirer, qu'on fait attention qu'il ne soit pas garoché l'autre bord de la pièce. On enlève le washer, le ressort et on est capable de le retirer. Bref, on va mettre le nouveau, mais on va essayer de se trouver un nouveau barrel spring aussi, parce que lui, il est rendu terne, là. Qu'est-ce que vous dites de ça? Tout est beau, tout est propre, tout est neuf. Donc, le shooter rod, le barrel spring, le washer, le E-clip et le rebord. Alors, on a maintenant une magnifique action de shooter rod. C'est niaiseux, mais on aime ça quand tout est sharp. On leur fait une autre fois, hein? Fort du formidable succès du shooter rod, on va regarder pour le ball throw, qu'est-ce qui se passe. Et pour être capable d'enlever un apron dans une Sega, c'est super facile, c'est comme une data ace. C'est simplement deux vis en dessous des instruction cards. C'est niaiseux, mais ça, je préfère ça de beaucoup au Williams Ballou, parce que c'est des vis qui nécessitent de soulever le playfield un petit peu pour avoir accès aux vis qui sont plus en dessous. Bref, ça se fait très facilement, comme cela. Et là, on a accès au système. Et notez aussi que la façon que c'est fait dans Sega, il y a une barrure pour les billes pour éviter qu'ils tombent si on lève le playfield sans toutes les retirer. Alors la barrure, c'est elle qui est juste ici, là. Et voilà, c'est ça en fin de compte qui fait en sorte qu'il y a une seule bille à la fois qui est dans le magasin à être expulsée vers en tout cas. Hey! Alors, vous voyez que le système est franchement super bien fait et une fois que la bille est déclenchée en bas, elle peut être éjectée et mise ici pour le shooter rod. Alors, la première chose qu'on veut faire, Marc, tu me disais que toi, tu veux changer ça ici? Ouais, c'est un morceau de crayon. OK, puis tu voudrais que ça soit simplement un shooter rod qui a du bon sens, puis il manque une vis là. Tu veux que ça soit quoi en fait? Ben, ça ici, là. Ah, le souci du détail. Alors, on va installer ça. Et puis, on va installer la vis. Et on va aussi sortir toutes les billes pour en mettre des neuves. Un nouveau post a été installé. Il peut sembler très anodin comme ça, mais il évite, en fin de compte, au shaft à monter trop haut et qui faisait en sorte qu'une fois sur 10, la bille n'était pas éjectée parce que le mécanisme bloquait. Alors, ça sert à quelque chose. On va dévisser la braquette ici en arrière pour pouvoir changer le sleeve. On a remis la petite vis ici. Puis après ça, ça va être terminé pour cet assemblage-là. L'assemblage est maintenant en super condition. On est maintenant prêt à mettre les 5 fameuses billes. Lorsqu'on met des billes neuves, je suggère fortement de les nettoyer, de les essuyer comme il faut. Des fois, il y a un petit film graisseux qui se loge dessus.
Maintenant, on est rendu à essayer de remettre un petit pose de métal comme celui-là, juste ici, qui est manquant. J'ai déjà enlevé le premier plastique protecteur, mais là, il m'en reste encore beaucoup à défaire pour être capable d'aller visser le petit pose par en dessous. Et je me demande si j'aurais peut-être même pas jusqu'à me rendre à dévisser la rampe à certains endroits pour être capable de retirer le plastique. Finalement, pour être capable d'enlever la pièce de plastique, ça s'est fait sans trop de mal. J'ai pas eu à enlever la rampe. J'ai réussi à la slider puis la sortir par le côté. Donc, j'ai pu installer le post. Là, j'ai fait un nettoyage au Novus 2 sur tous les plastiques transparents. Ça fait beaucoup de bien. Il était comme rendu un petit peu givré. Il me reste à finir de polir, en fait, le Playfield parce que lui aussi est un peu terne, encore avec du Novus 2. Et maintenant, je suis en train de le polir pour y donner un bon petit shine et ça fait beaucoup de bien. On a mis les nouvelles billes, ce qui veut dire que pour tout ce qui est relatif à la Twister, l'installer stand-off c'est fait. On a changé le sleeve, nettoyé le plastique, changé les balles. Et dernière étape maintenant, installer les underneath rails pour la Ghostbusters parce que pour faire des économies de production, Stern ont décidé à un moment donné de n'utiliser que des post en métal comme ça pour accoter le Playfield sur le rebord du lock mechanism. Mais dans les modèles premium, ils venaient avec les underneath rails. On peut les acheter en aftermarket part et les installer sur la machine. Et il y a déjà les pré-drilled. En fait, c'est juste des pilot holes qui nous disent où est-ce qu'on peut l'installer. Alors, ce qu'on va faire, on va en fin de compte enlever les anciens poteaux et mettre cette rampe de qualité. La première étape d'installation pour mettre les rampes implique de redescendre le Playfield, de dévisser les deux notes qui retiennent le apron, qui est juste ici. On enlève les scorecards, on a accès aux notes qui sont juste là, on les enlève. On voit maintenant les trous où on peut aller installer les T-nuts. Alors avec un marteau, il faut... en plus, il va falloir que je réouvre un petit peu le trou parce que le vernis remplit le trou. Et ce qui fait que j'ai de la misère à insérer les T-nuts, ne serait-ce quelques millimètres. Bon, ok, celle-là rentre bien, mais l'autre est un petit peu trop grosse, alors je vais devoir utiliser un petit peu de mèche pour enlever un petit peu de matière. Et après ça, je vais marteler chacun des T-nuts. La prochaine étape après, c'est de finir d'enlever les bolt washers. Et à ce moment-là, on est capable d'enlever les pegs et de procéder à l'installation des rails. On ressoulève le Playfield et à partir de maintenant, on se fait des pilot holes dans les marques déjà poinçonnées. On se met un petit tape d'à peu près de la moitié de l'épaisseur du Playfield juste pour être sûr de ne pas passer au travers. Tu sais, petite idée comme ça, là. Après ça, ben, il nous reste à utiliser les vis pour mettre les braquettes. Alors, je pense que je peux vous sauver cette étape-là. On met la vis en haut dans le T-nut et les autres vis en dessous dans les trous qu'on vient de driller. Que c'est beau! Que c'est beau! Dire qu'il faut se battre maintenant pour avoir ce qui devrait être là, selon moi, de façon standard, mais que voulez-vous? On est loin de Pinball 2000. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous sachez que des Pinball 2000 avaient un système de rampe de métal magnifique, en dessous extrêmement pratique. Mais voici, en ce moment, on a un parfait set de rampes, alors ça, c'est formidable. Ça fait que ça va faire en sorte que l'entretien va se faire beaucoup mieux. Alors, installer les slide brackets. Done! Grosse journée de terminée. Wouh! Ouais, quand même. Depuis, c'est un bon, pas loin de 6 heures de job, là, faire tous ces petits ajustements. Le bonheur est dans les petites choses. Puis, Marc en est conscient et j'aime qu'il me demande de prendre soin de ses machines comme il le fait parce que le résultat est là. On a une super belle sélection de games devant nous. Merci d'être à l'écoute et je vous dis encore à bientôt. Restez à l'affût. Plein d'autres belles choses s'en viennent. Portez-vous bien.